Je suis resté coincé dans cette petite ville d'Alaska pendant près d'une semaine, à la recherche du cliché parfait. La mission était assez simple, immortaliser la nature sauvage et indomptée pour un magazine touristique. Mais quelque chose dans ces forêts denses et infinies et ces nuits effrayantes et silencieuses me tourmentait. Je suis venu ici dans l'espoir de trouver une certaine beauté sereine, mais j'ai plutôt ressenti une immobilité oppressante, comme si le paysage retenait son souffle en attendant que quelque chose se passe. C'est ainsi que je me suis retrouvé un soir dans un petit snack-bar, faiblement éclairé, à siroter une tasse de café noir qui avait refroidi depuis longtemps. L'établissement était presque vide, seuls quelques habitants du coin étaient dispersés dans la salle, chacun dans son coin. Je regardais les photos prises pendant la journée sur mon appareil, essayant de trouver quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quand la porte a grincé et qu'un homme est entré. Il était d'âge mûr, peut-être un peu plus de 50 ans, avec une barbe grise et l'air d'avoir connu de nombreux hivers rigoureux. Il s'est assis à la table en face de moi, m'a rapidement salué d'un signe de tête avant de commander une tasse de café. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, ce qui ne me dérangeait pas. Le silence semblait naturel, en harmonie avec l'environnement. Mais alors que je m'apprêtais à me lever pour retourner à mon motel, il prit la parole. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix grave et rauque, comme s'il fumait depuis l'âge de 12 ans. « Non, je suis juste de passage, je suis photographe. » ai-je répondu en levant mon appareil photo, comme pour prouver mes dires. Je prends quelques photos pour un projet. Il a hoché la tête en buvant lentement son café. Il n'y a pas grand-chose à voir ici, dit-il, mais quelque chose dans son ton me fit penser qu'il n'y croyait pas vraiment. À moins que vous ne cherchiez quelque chose de précis. Je haussai les épaules. J'essaie simplement de capturer le paysage, l'atmosphère de cet endroit. Mais, pour être honnête, je commence à m'ennuyer un peu. On ne peut photographier qu'un certain nombre d'arbres et de montagnes avant que tout commence à se ressembler. Il a souri, d'un sourire sec, presque triste. Oui, je peux imaginer. Mais il y a ici des choses qui ne figurent sur aucune carte, des endroits qui ne sont pas destinés aux touristes. C'est ce qui a attiré mon attention. Que voulez-vous dire ? Demandai-je en essayant de parler naturellement. Par exemple ? L'homme regarda autour de lui dans le snack-bar, comme pour vérifier que personne n'écoutait. Il n'y avait personne à proximité, mais il se pencha quand même un peu plus près de moi. « Une ancienne base militaire », dit-il presque dans un murmure. « Là-bas, derrière la lisière de la forêt, près de l'ancienne route forestière. Elle est abandonnée depuis des décennies. La plupart des habitants ne savent même pas qu'elle existe. »« Une base abandonnée », ai-je répété, plus par incrédulité qu'autre chose. « Que fait-elle ici ?» Il a haussé les épaules. « Ils l'ont construite pendant la guerre froide, quand ils pensaient avoir besoin d'un endroit à l'écart des regards indiscrets. Ils n'ont jamais dit à quoi elle servait, mais ils l'ont fermée rapidement. Trop rapidement, si vous voulez mon avis. » Je sentais ma curiosité s'éveiller, même si je savais qu'il valait probablement mieux laisser tomber le sujet. « Vous y êtes déjà allé ?» demandai-je. « Une fois, il y a longtemps. Je ne suis pas resté longtemps, » répondit-il en plissant légèrement les yeux. Je n'ai pas aimé cet endroit, trop calme, comme s'il attendait quelque chose. Je me suis adossé à mon siège, essayant de comprendre ce qu'il disait. Une partie de moi voulait ignorer cela, comme s'il s'agissait d'une autre histoire effrayante locale. Mais une autre partie, celle qui m'avait souvent causé des ennuis, ne pouvait résister à l'idée d'explorer un tel endroit. « Comment y aller ?» demandai-je, en essayant de paraître détendu, même si je sentais mon cœur battre un peu plus vite. Il hésita, et pendant un instant, je crus qu'il ne répondrait pas. Mais il finit par soupirer, comme s'il se résignait à l'idée que je n'abandonnerais pas. « Prenez l'ancienne route de terre après Miller Creek.
Suivez-la pendant environ 5 miles, puis prenez la première à droite. Vous verrez une clôture grillagée. Elle est rouillée et cassée par endroits, mais vous pourrez passer. Soyez prudent. Attention, répétai-je en haussant les sourcils. Que voulez-vous dire? Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il prit une autre longue gorgée de café, fixant le liquide sombre comme s'il pouvait lui fournir les réponses dont il avait besoin. « Il y a de tout là-bas, dit-il enfin. Des choses avec lesquelles il vaut mieux ne pas se frotter. Je ne dis pas que vous trouverez quelque chose, mais si c'est le cas, vous le regretterez. » La façon dont il l'a dit m'a donné des frissons dans le dos, et j'ai dû me rappeler que j'étais un homme adulte, pas un enfant qui a peur du noir. « Merci de m'avoir prévenu, » ai-je dit en essayant de paraître confiant, « mais je pense que tout ira bien pour moi. » Il m'a simplement regardé, les yeux sombres et sérieux. « Peut-être, » a-t-il dit doucement, « mais n'oubliez pas que certaines choses sont abandonnées pour une raison. » Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement hoché la tête et fini mon café. Cette conversation m'avait laissé perplexe, mais en même temps, j'étais plus déterminé que jamais. Quoi qu'il y ait là-bas, je voulais le voir de mes propres yeux. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai payé l'addition et suis sorti du snack-bar dans l'air froid de la nuit. Les rues étaient calmes et le ciel dégagé. Les étoiles brillaient comme de minuscules points lumineux dans l'obscurité. Je suis resté un moment à réfléchir à ce que l'homme m'avait dit, puis j'ai pris une décision. J'allais vérifier cette base. J'ai passé le reste de la soirée à faire quelques recherches, essayant de trouver quoi que ce soit sur cet endroit, mais je n'ai presque rien trouvé. Quelques mentions d'une base qui fonctionnait dans les années 1960, mais aucun détail, aucune photo, rien qui explique pourquoi LAC a été fermée si soudainement. C'était comme si quelqu'un avait tout fait pour effacer toute trace de son existence. Cela n'a fait qu'attiser ma curiosité. Le lendemain matin, j'ai rassemblé mon matériel photo, une lampe de poche et quelques autres objets indispensables. Je n'avais pas l'intention de rester longtemps, juste le temps de prendre quelques photos et de satisfaire ma curiosité. Je pensais en avoir fini en 2 heures, pas plus. Le trajet s'est avéré plus long que prévu. La vieille route en terre était défoncée, parfois à peine plus large qu'un sentier. Elle serpentait à travers une forêt dense, ne permettant pas de voir à plus de quelques mètres devant soi. J'avais l'impression de m'enfoncer de plus en plus profondément dans un endroit où je n'avais rien à faire, et je ne pouvais me débarrasser du sentiment d'être observé. Mais chaque fois que je regardais dans le rétroviseur, il n'y avait rien. Au bout d'1 heure environ, j'aperçus une clôture. Elle était exactement comme l'avait décrite l'homme, rouillée, affaissée à certains endroits, avec des parties cassées ou découpées. Je m'approchai du portail qui ne tenait plus que par un seul charnière et sortis de la voiture. Un vent froid soufflait, apportant une légère odeur de terre humide et de pin, et pendant un instant, j'ai presque pensé à faire demi-tour. Mais ensuite, j'ai vu la base. Elle était plus grande que je ne l'avais imaginé. Un ensemble de bâtiments en béton trapu, avec de la peinture écaillée et des fenêtres cassées. Il n'y avait aucun panneau, aucune indication, rien qui puisse révéler sa fonction, seulement des rangées de fenêtres sombres et vides qui me regardaient comme des yeux suivant chacun de mes mouvements. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé mon appareil photo et j'ai franchi le portail. Le sol était mou et irrégulier, recouvert de plaques d'herbes mortes et de boue. J'ai vu des restes d'anciens équipements éparpillés un peu partout. Des tuyaux métalliques rouillés, des caisses cassées et des pièces détachées de mécanismes qui semblaient ne pas avoir été utilisés depuis des décennies. C'était effrayant, mais en même temps étrangement fascinant, comme si je me promenais dans un endroit oublié par le temps. J'ai commencé à prendre des photos, essayant de capturer la beauté sombre et déserte de cet endroit, mais plus j'avançais,
plus j'avais l'impression de m'introduire quelque part. C'était comme si l'air devenait plus froid, plus dense, comme si la base essayait de me repousser. J'étais sur le point de faire demi-tour quand j'ai aperçu l'entrée d'un des bâtiments. Elle était partiellement ouverte, la porte pendait sur ses gonds, et je pouvais voir un escalier qui descendait dans l'obscurité. Je savais que je ne devais pas descendre. Je savais que c'était probablement une mauvaise idée, mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, je me demanderais toujours ce qu'il y avait en bas. J'ai donc pris une profonde inspiration, allumé ma lampe torche et fait un pas à l'intérieur. L'air y était plus froid, presque glacial, et il y avait une légère odeur de béton humide et d'autres choses que je ne pouvais pas identifier. J'entendais l'écho de mes pas se répercuter sur les murs, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose là-bas, caché à ma vue, qui m'attendait. Mais je continuais d'avancer, ma lampe torche perçant l'obscurité, me guidant toujours plus profondément dans les entrailles de la base. Je ne savais pas ce que j'espérais trouver, mais j'avais le pressentiment que quoi que ce soit, ce ne serait rien de bon. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Des images de la base abandonnée et de ce qui pouvait s'y cacher me traversaient l'esprit. Lorsque la lumière du matin a pénétré à travers les rideaux fins de ma chambre de motel, j'ai ressenti une excitation fébrile qui me poussait à aller de l'avant. C'était ma raison de vivre, la chance de découvrir quelque chose d'oublié, quelque chose que personne d'autre n'avait osé explorer. Après un petit déjeuner rapide, dont je n'ai presque pas senti le goût, j'ai rassemblé mon équipement. Un appareil photo, une lampe de poche et des piles de rechange étaient indispensables. J'ai ajouté quelques barres énergétiques, une bouteille d'eau et une petite trousse de premier secours, plus par habitude que par nécessité. Une sensation d'anticipation bourdonnait dans ma nuque, même si je me disais que c'était simplement l'excitation d'une nouvelle découverte. Lorsque j'ai quitté la ville, en suivant les indications de Dan, le paysage a commencé à changer. La route goudronnée a laissé place à du gravier, et je me suis finalement retrouvé sur un chemin de terre étroit qui serpentait à travers des arbres épais. La forêt semblait se refermer au-dessus de moi, dense, avec de grands pins et sapins qui cachaient dormait la majeure partie du ciel. De temps en temps, j'apercevais des bribes de vieux panneaux rouillés, à moitié recouverts par les broussailles, vestiges de ce qui avait pu être autrefois des avertissements, mais dont les mots s'étaient effacés depuis longtemps, ne laissant que du métal érodé. La route elle-même était accidentée, et je devais garder les deux mains sur le volant pour éviter les nids de poules et les cailloux. J'avais l'impression de m'enfoncer de plus en plus profondément dans un endroit qui ne voulait pas être trouvé, où la nature avait repris ses droits. La radio avait perdu le signal 10 km plus tôt, et mon téléphone n'avait plus de réseau depuis encore plus longtemps. J'étais complètement coupé du monde. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué pour la première fois. Le sentiment que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la route ou l'isolement. J'étais habitué à cela. Non, c'était autre chose, une sensation à peine perceptible, mais persistante, que quelqu'un m'observait. Je me surprenais à regarder dans le rétroviseur plus souvent que d'habitude, m'attendant à voir quelque chose, je ne sais pas quoi, mais à chaque fois, il n'y avait rien. Seulement la route derrière moi, s'enfonçant dans des arbres denses et étouffants. Je n'y ai pas prêté attention, me concentrant sur ma tâche. Ce n'était qu'un autre endroit abandonné, rien de plus. Mais le sentiment persistait, me rongeant, tandis que la route se rétrécissait, m'obligeant à ralentir. Après avoir roulé pendant près d'1 heure, je l'ai vue. La clôture. Elle se profilait devant moi, exactement comme Dan l'avait décrite, affaissée et rouillée par le temps. La clôture à maillons était désormais plus une suggestion qu'une protection, avec de grandes sections cassées ou manquantes. Le portail lui-même était ouvert, un loquet manquait complètement. L'autre tenait à peine. C'était une entrée mais elle ressemblait davantage à une gueule prête à m'engloutir tout entier.
Je garai la voiture près de la clôture et sortis. L'air était plus froid ici, malgré le soleil éclatant de midi qui perçait à travers les arbres. Un vent vif transperçait ma veste, apportant avec lui une légère odeur de terre humide et de métal. Je restai un instant à m'imprégner de tout cela. La base était calme, trop calme. Pas d'oiseaux, pas de vent dans les arbres, juste un silence oppressant qui semblait artificiel. Je pris une profonde inspiration, attrapai mon appareil photo et me dirigeai vers le portail. Le gravier crissait sous mes chaussures, chaque pas résonnant plus fort qu'il n'aurait dû dans l'air mort. Je franchis la porte, mes yeux scrutant les bâtiments devant moi. Ils étaient, plus grands que je ne l'avais imaginé. De longues de structures basses aux murs de béton, la peinture s'écaillant en longues bandes. Les fenêtres s'étaient brisées, les portes ouvertes, et ce qui était autrefois un imposant complexe militaire ressemblait désormais à un squelette rongé par le temps et la dégradation. Je commençai à prendre des photos, immortalisant cette désolation austère. Je dois avouer que cet endroit avait une étrange beauté. La dégradation, le silence, c'était fascinant et je savais que les photos seraient magnifiques. Mais même concentré sur mon travail, je ne pouvais me débarrasser du sentiment grandissant que quelque chose n'allait pas. La base semblait m'observer, ses fenêtres vides comme des orbites vides, suivant chacun de mes mouvements. Le chemin entre les bâtiments était jonché de détritus, des barils rouillés, du verre brisé, des morceaux d'équipement trop abîmés pour être reconnaissables. Je voyais la nature reprendre ses droits, des lianes grimper le long des murs et de l'herbe pousser à travers les fissures de l'asphalte. Alors que je m'enfonçais dans la base, le vent s'intensifia, sifflant dans les fenêtres brisées et produisant un son sinistre, presque lugubre. Au bout d'un moment, je me retrouvais devant un grand bâtiment. Son entrée était partiellement obstruée par un auvent effondré, mais la porte était grande ouverte, se balançant légèrement dans le vent. Ma curiosité l'emporta. Je levai ma lampe torche et pénétrai à l'intérieur. L'air à l'intérieur était froid, beaucoup plus froid qu'à l'extérieur, et avait un léger goût métallique qui restait dans la gorge. Le faisceau de ma lampe torche perçait l'obscurité, révélant un long couloir bordé de vieux bureaux. Le sol était recouvert de poussière et de détritus, et je voyais des signes indiquant que cet endroit avait été abandonné à la hâte. Les chaises étaient renversées, des papiers jonchaient le sol, et plusieurs vieilles vestes militaires étaient encore suspendues à des crochets près des portes. J'ai pris quelques photos supplémentaires, mais mon inquiétude a commencé à revenir. Quelque chose n'allait pas dans cet endroit, comme s'il était figé dans le temps. Ce n'était pas seulement à cause du matériel abandonné ou du vide, c'était autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas définir précisément. En avançant dans le couloir, j'ai commencé à entendre de faibles bruits. Au début, j'ai pensé que c'était simplement le vent, mais les bruits sont devenus de plus en plus distincts. Un léger cliquetis, comme du métal contre du métal. Et autre chose, un bruissement, comme si quelque chose bougeait hors de mon champ de vision. Je me suis arrêté, tendant l'oreille, mais les bruits ont cessé, eux aussi. Le silence est revenu, lourd et oppressant. J'ai secoué la tête, essayant de me convaincre que cela ne signifiait rien. Juste de vieilles canalisations qui s'affaissaient, ou peut-être un raton laveur qui fouillait dans les ordures. Néanmoins, mon cœur battait désormais un peu plus vite et j'ai serré plus fort ma lampe torche, continuant à avancer dans le couloir. Au bout du couloir, je trouvai une porte légèrement entr'ouverte. J'ai hésité, soudainement réticent à aller plus loin, mais mon envie de découverte était trop forte. Je poussai la porte et entrai. La pièce était petite, avec des murs en béton nu et un panneau de contrôle près de l'un d'eux. Elle ressemblait à une sorte de centre opérationnel avec des interrupteurs et des cadrans, bien que la plupart d'entre eux soient recouverts de poussière et de saleté. Je me suis approché du panneau, j'ai essuyé la poussière avec ma manche
et j'ai vu que certains interrupteurs fonctionnaient encore. L'un d'eux a particulièrement attiré mon attention. Un gros interrupteur rouge au centre du panneau. Contre toute logique, je l'ai actionné. Un grondement sourd a empli l'air, suivi d'un faible scintillement des lumières dans le couloir. Pendant un bref instant, tout le bâtiment a semblé reprendre vie, les lumières projetant de longues ombres effrayantes sur les murs. Puis, tout aussi rapidement, elles se sont éteintes à nouveau, ne laissant que le faible rayon de ma lampe de poche. Mais ce n'était pas le pire. De quelque part, au fond de la base, hors de portée de ma lampe de poche, j'ai entendu un bruit, faible au début, mais indubitable. Des pas lents et réguliers qui résonnaient sur les murs. Je me suis figé, le souffle coupé. Les pas étaient lointains, mais ils se rapprochaient, et ils avaient dit quelque chose d'étrange. Ils ne ressemblaient pas à ceux d'un animal, ni même à ceux d'un autre être humain. Ils étaient trop lents, trop lourds, comme si quelque chose traînait dans l'obscurité. Mon esprit travaillait fébrilement pour essayer de comprendre. Peut-être était-ce simplement le bâtiment qui s'affaissait. Peut-être était-ce un animal plus gros que je ne le pensais. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose ici, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Je m'éloignais du panneau de contrôle, les yeux rivés sur la porte. Je devais sortir d'ici, et vite. Mais lorsque je me retournai pour partir, la porte se referma dans un bruit assourdissant. Je me précipitai vers la poignée, les mains tremblantes, mais elle ne cédait pas. La panique m'envahit. J'étais piégé. Et ces pas. Ils se rapprochaient. Je les entendais plus clairement qu'avant. Lourds, réguliers, lents. Comme si quelque chose ne se pressait pas, profitant de la poursuite. Il fallait réfléchir. Il fallait s'échapper. Mon esprit cherchait fébrilement une autre issue. Mais il n'y en avait pas. Seulement des murs nus et ce maudit panneau de commande. Mon pouls battait dans mes oreilles, tandis que je me collais contre la porte, essayant de calmer ma respiration. Puis, les pas s'arrêtèrent, juste derrière la porte. Je n'osais pas bouger, je ne respirais même plus. Je restais simplement debout, collé au béton froid, écoutant le silence assourdissant qui avait remplacé les pas. Pendant un long moment, il ne se passa rien. Pas un bruit, pas un mouvement. Seulement le poids écrasant de la peur et la conscience que quelque chose m'attendait de l'autre côté de la porte. Puis, lentement, la poignée commença à tourner. À ce moment-là, tout mon corps s'est figé. Je sentais mon pouls battre dans mes oreilles, couvrant le silence. Mes yeux étaient rivés sur la porte, et j'étais tiraillé entre l'envie de m'enfuir et celle de rester figé sur place, priant pour que ce qui se trouvait de l'autre côté change d'avis et s'en aille. Mais je savais que ce ne serait pas le cas. Rien de ce qui était allé aussi loin n'allait partir maintenant. La porte s'est ouverte en grinçant, juste une fente. Je plissai les yeux pour essayer de voir quelque chose à travers la fente, mais l'obscurité engloutissait tout. Pendant quelques secondes interminables, le silence régna. Puis je l'entendis. Une respiration calme et rauque, comme si quelqu'un respirait difficilement à travers une gorge encombrée de poussière. Mais les doigts se crispèrent sur la lampe torche, dont le faisceau tremblait légèrement lorsque je la levai. La porte cessa de bouger. Mon cœur battait à tout rompre, me poussant à agir. N'importe quoi. Je reculai d'un pas, mon esprit passant fébrilement en revue toutes les options, qui me semblaient toutes aussi horribles les unes que les autres. Je ne pouvais pas rester dans cette pièce. Elle ressemblait à un piège, mais partir signifiait affronter ce qui se trouvait à l'extérieur, et c'était clairement toujours là. Je l'entendais maintenant, un léger frottement qui devenait de plus en plus fort à chaque seconde. Pris de panique, je me suis retourné pour chercher une autre sortie. Mon regard s'est posé sur la grille d'aération près du sol. Elle était petite, mais si je parvenais à la dévisser, je pourrais peut-être passer à travers. Désespéré, je me suis agenouillé
et j'ai commencé à tripoter les vis, les mains tremblantes. Chaque seconde semblait une éternité. Le grincement du métal résonnait plus fort que je ne l'aurais imaginé. Dès que j'ai réussi à desserrer un vis, la porte a grincé et s'est ouverte un peu plus. Je me suis figé. En jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai vu que le faisceau de ma lampe torche avait capturé quelque chose. Une ombre, allongée et déformée, rampant vers moi sur le sol. Je n'ai pas attendu pour voir de plus près. J'ai tiré plus fort sur la grille, l'arrachant enfin et la jetant sur le côté. J'entendais maintenant des pas, plus proches et plus distincts, accompagnés du même souffle laborieux. La créature avançait lentement, mais sûrement, comme si elle avait tout le temps du monde. Je me suis faufilé dans la ventilation, serrant la lampe entre mes dents et poussant mes épaules à travers l'étroite ouverture. Les bords métalliques me griffaient les côtes, mais j'ai ignoré la douleur et j'ai continué à avancer, centimètre par centimètre. Une fois complètement à l'intérieur, j'ai remis la grille en place en la laissant légèrement entr'ouverte pour pouvoir voir. Le conduit était étroit et l'air vicié, mais j'étais plus en sécurité ici que dans cette pièce. Je devais me rappeler de respirer doucement et de garder mon calme. À travers le petit trou, j'ai vu la porte s'ouvrir complètement. Le faisceau de ma lampe torche vacillait sur le sol, mais ce qui se trouvait là était caché dans l'ombre, hors de ma vue. J'entendais toujours sa respiration, un son horrible et rauque qui me donnait la chair de poule. Puis, il fit un pas en avant, traînant les pieds d'un peu sur le sol, et le faisceau de ma lampe se mit à clignoter frénétiquement, comme s'il avait senti sa présence. Je retins mon souffle, attendant. La créature s'approcha et, pendant une fraction de seconde, je l'aperçus. Juste un instant, il était voûté, presque humanoïde, avec des membres qui ne semblaient même pas se plier comme il le devrait. Sa peau était pâle, presque transparente, et je pouvais voir des zones où elle semblait déchirée, pendante, comme du vieux papier peint qui se décolle. Mais son visage, c'était le pire. Je ne pouvais pas le voir clairement, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Ses yeux semblaient trop sombres, trop profonds, comme s'ils aspiraient la lumière et l'absorbaient entièrement. Il s'est arrêté devant le panneau de commande, à quelques centimètres de la ventilation. J'entendais sa respiration, saccadée et irrégulière, comme s'il avait du mal à rester debout. Il resta immobile un instant, comme s'il essayait de comprendre où j'étais passé. Mes mains tremblaient et je dus les appuyer contre les parois de la ventilation pour les empêcher de trembler. L'envie de bouger, de courir, était irrésistible, mais je me suis forcé à rester sur place. S'il ne m'avait pas encore vu, je ne voulais pas lui donner une raison de commencer à chercher. La tête de la créature s'est inclinée, comme si elle écoutait quelque chose. Puis, sans prévenir, elle se retourna et retourna en traînant les pieds bas vers la porte, disparaissant dans le couloir sombre. J'attendis, tendant l'oreille, pour écouter ses pas qui s'éloignaient. Mais même lorsque je ne les entendis plus, je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas prendre de risques. Pas encore. Quand je sentis enfin que je pouvais respirer à nouveau, je repoussai la grille et sortis en rampant, en essayant de ne faire aucun bruit. La pièce semblait plus froide et l'air était lourd, comme s'il pesait sur moi. Je devais sortir de là, mais j'avais aussi besoin de réponses. Je regardais autour de moi et mon regard s'arrêta sur le panneau de contrôle. Si cette créature s'intéressait autant à elle, c'était peut-être important. Peut-être y avait-il là un indice sur ce qui se passait. Je m'en approchais lentement, m'attendant à moitié à ce que la créature fasse irruption à tout moment. Les interrupteurs et les cadrans étaient si vieux et couverts de saleté, mais certains portaient des inscriptions. Mes yeux les parcoururent et je remarquai un interrupteur qui se distinguait des autres. Il portait un mot qui me glaça le sang. Confinement. J'hésitais, mon esprit me criait de partir, mais ma curiosité l'emporta. Que cherchait-il à confiner?
La créature que j'avais vue? Ou quelque chose de pire se cachait-il dans l'ombre de cet endroit? Contre toute logique, j'ai actionné l'interrupteur. Le bâtiment a tremblé, et j'ai pensé un instant que j'avais commis une terrible erreur. Puis, un faible bourdonnement mécanique a rempli l'air et les lumières ont clignoté, éclairant une série d'écrans installés au-dessus du panneau. Au début, ils ne montraient que des interférences, mais lentement, un par un, les écrans se sont clarifiés, affichant des images en direct provenant de différentes parties de la base. Je voyais des couloirs sombres et vides, des pièces remplies d'équipements en décomposition et des entrepôts encombrés de déchets. Mais un écran m'a fait froid dans le dos. Il montrait un long couloir étroit, bordé de lourdes portes métalliques, chacune verrouillée par de solides serrures. Dans le couloir, quelque chose bougeait, faisant les 100 pas, sa silhouette à peine visible dans la lumière tamisée. C'était la même créature que j'avais vue, mais maintenant je voyais qu'il y en avait d'autres, 3, peut-être 4, toutes nies se déplaçant lentement, sans but, comme si elles attendaient quelque chose. Puis, l'écran se mit à clignoter à nouveau et un message apparut, le même que celui que j'avais vu auparavant, mais avec une ligne supplémentaire. Tu n'as rien à faire ici. Pars avant qu'il ne soit trop tard. Je n'avais pas besoin qu'on me le répète 2 fois. Je pris la lampe de poche et me précipitai vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Le couloir à l'extérieur était vide, mais j'entendais encore de faibles échos. Les mêmes pas traînants, auxquels s'ajoutaient maintenant d'autres, comme si les créatures commençaient à se déplacer, se rassemblant en un seul endroit. Je courais, mes chaussures frappaient le sol en béton. Peu m'importait qu'ils m'entendent ou non. Je devais trouver une issue, et vite. Mais, après avoir tourné au coin, je me suis arrêté net. Le couloir par lequel j'étais arrivé était désormais différent, comme s'il avait été réaménagé. Les portes qui se trouvaient à gauche étaient vendues désormais à droite, et il n'y avait plus aucune trace de l'entrée que j'avais empruntée. La panique m'a envahi et j'ai tourné en rond, essayant de m'orienter. C'était comme si le bâtiment lui-même avait changé, se transformant en un labyrinthe pour m'empêcher de sortir. Je me suis forcé à respirer, à réfléchir. Il devait y avoir une issue. Il y a toujours une issue. Au loin, j'ai entendu le bruit du métal qui cliquetait, suivi d'un grognement grave et guttural. Les créatures se rapprochaient et je n'avais pas le temps de comprendre ce qui se passait. Je choisis une direction et me mis à courir, espérant qu'elle me mènerait quelque part, n'importe où, pourvu que ce ne soit pas ici. Alors que je courais dans un couloir inconnu, les lumières au-dessus de ma tête se mirent à clignoter, projetant d'étranges ombres mouvantes sur les murs. Je voyais des mouvements du coin de l'œil, mais je n'osais pas m'arrêter pour regarder. Je savais que si je le faisais, je n'aurais peut-être plus la force de continuer. Finalement, je l'ai vue. Une lourde porte rouillée, au bout du couloir, légèrement entr'ouverte, laissant passer un rayon de lumière. Peu m'importait où elle menait. Je devais simplement m'enfuir. Je me suis précipité vers elle, heurtant le métal avec mon épaule, et je me suis effondré à l'extérieur. Le bâtiment a tremblé, et, pendant un instant, j'ai pensé avoir commis une terrible erreur. Puis, un faible bourdonnement mécanique a rempli l'air et des lumières ont clignoté, éclairant une série d'écrans installés au-dessus du panneau. Au début, ils ne montraient que des interférences, mais lentement, un par un, les écrans se sont clarifiés, montrant des transmissions en direct provenant de différentes parties de la base. Je voyais des couloirs sombres et vides, des pièces remplies d'équipements en décomposition et des entrepôts encombrés de déchets. Mais un écran m'a fait sursauter. Il montrait un long couloir étroit, bordé de portes métalliques épaisses, chacune verrouillée par de lourds cadenas. Quelque chose bougeait dans le couloir, faisant des allers-retours, sa silhouette à peine visible dans la lumière tamisée. C'était la même créature que j'avais vue. Mais maintenant, je voyais qu'il y en avait d'autres, 3, peut-être 4, qui se déplaçaient lentement,
sans but, comme s'ils attendaient de quelque chose. Puis, l'écran s'est remis à clignoter, et un message est apparu. Le même que celui que j'avais vu auparavant, mais avec une ligne supplémentaire. « Tu n'as rien à faire ici. Pars avant qu'il ne soit trop tard. » Je n'avais pas besoin qu'on me le répète 2 fois. J'ai attrapé la lampe de poche et je me suis précipité vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Le couloir à l'extérieur était vide, mais j'entendais encore de faibles échos, les mêmes pas traînants, auxquels s'ajoutaient maintenant d'autres, comme si les créatures commençaient à se déplacer, se rassemblant en un seul endroit. Je courais, mes chaussures frappaient le sol en béton, peu m'importait qu'ils m'entendent. Je devais trouver une issue, et vite. Mais, après avoir tourné au coin, je m'arrêtai brusquement. Le couloir par lequel j'étais arrivé auparavant était désormais différent, comme s'il avait été reconstruit. Les portes qui étaient à gauche se trouvaient désormais à droite, et il n'y avait plus aucune trace de l'entrée par laquelle j'étais passé. La panique m'a envahi et j'ai tourné en rond, essayant de m'orienter. C'était comme si le bâtiment lui-même changeait, se transformant en un labyrinthe pour m'empêcher de sortir. Je me suis forcé à respirer, à réfléchir. Il devait y avoir une issue. Il y a toujours une issue. Au loin, j'entendis le bruit du métal qui s'entrechoquait, suivi d'un grognement grave et guttural. Les créatures se rapprochaient, et je n'avais pas le temps de comprendre ce qui se passait. Je choisis une direction et me mis à courir, espérant qu'elle me mènerait quelque part, n'importe où, pourvu que ce ne soit pas ici. Alors que je courais dans un couloir inconnu, les lumières au-dessus de ma tête se mirent à clignoter, projetant d'étranges ombres mouvantes sur les murs. Je voyais des mouvements du coin de l'œil, mais je n'osais pas m'arrêter pour regarder. Je savais que si je le faisais, je n'aurais peut-être plus la force de continuer. Finalement, je l'ai vu. Une lourde porte rouillée au bout du couloir, légèrement entr'ouverte, laissant passer un rayon de lumière. Peu m'importait où elle menait. Je voulais juste sortir. Je me suis précipité vers elle, me cognant l'épaule contre le métal, et je me suis effondré à l'extérieur. Au centre de la pièce se trouvait une grande chambre de verre. Mon cœur s'est serré quand je l'ai vu. Le verre était fissuré et trouble, mais je pouvais distinguer des formes à l'intérieur, des fils, des tubes et autre chose. Je m'approchais lentement, mon souffle embuant le verre lorsque je regardais à l'intérieur. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. Ce qui se trouvait à l'intérieur était emmêlé dans un enchevêtrement de câbles. Ses membres étaient flasques et tordus. Cela ressemblait vaguement à un être humain, mais ses proportions étaient incorrectes. Les bras étaient trop longs, le torse trop mince, et la peau pâle et tendue sur le squelette. Son visage était caché, mais je voyais quelque chose bouger sous la peau, comme si quelque chose de vivant à l'intérieur essayait de sortir. Je reculais, l'estomac noué par la nausée. Mais qu'est-ce que c'était que cet endroit? Les vieux journaux de bord que j'avais vus aux étages supérieurs me revinrent à l'esprit. Les mots « attelage » et « expérience » se mélangèrent dans ma tête. Quoi qu'ils aient bien fait ici, cela n'avait pas simplement mal tourné. Cela avait terriblement, horriblement mal tourné. J'entendis un bruit derrière moi et me retournai, ma lampe torche captant un mouvement. Quelque chose avait filé sur le sol, trop vite pour que je puisse le distinguer. Mon pouls d'arrus s'accéléra, tandis que je scrutais la pièce, essayant de trouver ce qui venait de bouger, mais les ombres étaient vides et trop épaisses, et le faisceau lumineux trop étroit. Puis, un faible bourdonnement mécanique a rempli l'air, et les lumières ont vacillé. Les lampes jaunâtres et ternes projetaient une lumière blafarde dans la pièce, révélant davantage de détails sur les mécanismes et la chambre. Je n'avais plus besoin de ma lampe torche, mais je ne l'ai pas éteinte. Elle me rassurait, comme si elle me protégeait de ce qui se cachait dans les coins sombres. En reculant, je remarquai une petite table poussée contre le mur du fond. Elle était encombrée de vieux carnets,
de papier et d'un épais dossier qui semblait n'avoir pas été touché depuis des décennies. J'ai hésité un instant, puis j'ai attrapé le dossier et l'ai ouvert. Les pages étaient lolies couvertes de jargon technique, dont la plupart n'avaient aucun sens pour moi, mais il y avait des photos, floues, en noir et blanc, des images de la construction de la base, des schémas des chambres souterraines et quelques photos d'expérience. Sur l'une des photos, la chambre était prise sous un autre angle, et je pouvais voir plus clairement ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était la même chose que ce que j'avais vu, mais à ce moment-là, elle n'était pas aussi amaigrie. Elle semblait presque humaine, mais pas tout à fait. Ses yeux étaient grands et sombres, fixant directement la caméra, et sa bouche était ouverte, comme si elle criait. Une autre photo montrait l'équipe de scientifiques debout autour de la caméra, le visage impassible, la posture figée. J'ai tourné la page suivante et j'ai eu le souffle coupé. Une note manuscrite, griffonnée à la hâte sur un bout de papier, disait « L'expérience est compromise. La tentative de contrôle a échoué. Ne pas libérer sous aucun prétexte. » Je laissai tomber le dossier. Les papiers se dispersèrent sur le sol. Tout commençait à prendre sens, mais de la pire des façons. Ils avaient essayé de contrôler quelque chose qu'ils ne comprenaient même pas, quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas retenir. Et maintenant, des décennies plus tard, c'était toujours là, en bas, toujours en attente. Un grand fracas m'arracha à mes pensées et je me retournai brusquement. La chambre de verre avait bougé, s'inclinant légèrement sur son socle. La créature à l'intérieur sursauta. Ses membres tremblèrent comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Je reculai sans quitter la chambre des yeux, mais je savais qu'il fallait agir vite. Quoi qu'ils aient enfermé ici, cela n'allait pas rester enfermé longtemps. Je me précipitai vers l'escalier, mon esprit tournant à toute vitesse tandis que je commençais à monter. J'entendis un léger grattement en bas, suivi d'un grognement grave et guttural. Je jetai un coup d'œil vers le bas et vis la créature, les yeux désormais ouverts, brillant dans la pénombre, bougeant, ses membres toujours emmêlés dans les fils. Elle essayait de se libérer et elle y parvenait. La panique m'a envahi et j'ai grimpé plus vite, ignorant la douleur dans mes mains qui se griffaient contre les barres métalliques. J'entendais toujours le grognement en bas, plus fort et plus désespéré. Mais les jambes me brûlaient, mais je me suis forcé à continuer, sachant que si je m'arrêtais, je n'aurais peut-être pas d'autre chance. Je suis arrivé en haut de l'escalier, j'ai ouvert la trappe, je suis sorti et je l'ai refermée derrière moi. J'ai attrapé la chaîne et je l'ai enroulée autour du loquet, en la serrant bien. C'était peu, mais cela devait suffire à le retenir. J'ai reculé d'un pas, la poitrine haletante, et j'ai tendu l'oreille. Les grognements avaient jamais cessé, mais j'entendais encore des mouvements, lents, réguliers, comme s'ils testaient de jouer la barrière. Je n'ai pas attendu pour savoir s'il pourrait la franchir. Je me suis retourné et j'ai couru dans le couloir, le faisceau de ma lampe torche, balayant frénétiquement les lieux, tandis que je cherchais une sortie. La base semblait désormais différente, plus vivante, comme si elle réagissait à ce que j'avais fait. Les murs semblaient se refermer sur moi et j'entendais de faibles murmures résonner dans les couloirs, des voix qui semblaient provenir de partout et de nulle part à la fois. Je tombais sur une cage d'escalier, l'inscription au-dessus était à peine lisible, mais cela m'était égal. Je montais les marches deux par deux, essayant désespérément de remonter à la surface. Une fois arrivé en haut, j'ai entendu un grand bruit métallique, suivi du fracas de quelque chose de lourd qui tombait en bas. Je ne me suis pas retourné. J'ai simplement couru, poussé la porte, et je me suis précipité dans l'air froid et libre. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la base. Je voyais ma voiture, au loin, garée près de la clôture. Elle semblait terriblement loin, mais je me forçais à courir, chaque pas me rapprochant d'elle. Je n'osais pas m'arrêter avant d'être à l'intérieur,
d'avoir claqué la porte et d'avoir mis la clé dans le contact. Le moteur a calé un instant, puis a rugi. J'ai enfoncé la pédale d'accélérateur à fond et je suis parti sans hésiter. Alors que je roulais à toute vitesse sur le chemin de terre, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu la base s'éloigner, ses fenêtres sombres et vides me fixant sans ciller. Mais juste avant que la route ne tourne et ne cache la base à ma vue, j'ai vu quelque chose. Pendant un instant, une lumière s'est allumée dans l'une des fenêtres supérieures et j'ai cru apercevoir une silhouette debout qui m'observait. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle a disparu. Le trajet de retour vers la ville fut comme dans un brouillard. Même avec la pédale d'accélérateur enfoncée à fond, j'avais l'impression de ne pas avancer assez vite, comme si la route devenait de plus en plus longue et sombre à chaque seconde. Mes deux mains tremblaient, serrant trop fort le volant, mais je ne pouvais pas relâcher ma prise. Je regardais constamment dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à voir quelque chose se faufiler entre les arbres, me poursuivant, mais la route derrière moi était vide, seulement une étendue infinie de forêts sombres et sinueuses. Quand je suis enfin arrivé sur le parking du motel, je me suis adossé au siège, essayant de reprendre mon souffle. Mon cœur battait encore fort et mon esprit repassait tout ce que j'avais vu. Ces couloirs sombres et vides, cette étrange expérience enfermée dans une cellule, et cette silhouette déformée qui m'avait presque trouvé dans la salle de contrôle. Je me sentais mal, mais une partie de moi refusait de lâcher prise, exigeant d'en savoir plus. Je savais que je devais partir, tout oublier et ne jamais revenir. Mais je ne pouvais me défaire de l'impression que ce n'était pas encore fini. J'ai essayé de dormir cette nuit-là, mais mes rêves étaient agités et fragmentaires, remplis de visages déformés et du bruit de pas lents et traînants qui résonnait dans les salles vides. Quand je me suis réveillé, je me sentais encore plus fatigué qu'avant. Je suis resté longtemps allongé, à regarder le plafond, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'un rêve. Mais je savais que ce n'était pas le cas. J'étais là-bas. Je l'avais vu. L'idée de quitter la ville, de mettre le plus de distance possible entre moi et cette base, était tentante. Mais cela ne suffisait pas. Ce qui restait là-bas attendait. Et maintenant, il semblait s'être réveillé. Et je ne pouvais me défaire de l'impression que j'avais déclenché quelque chose qui ne resterait pas simplement enfoui sous terre. J'ai passé la matinée à faire les 100 pas dans ma chambre, essayant de comprendre quoi faire. Mes pensées revenaient sans cesse à Dan, l'homme qui m'avait envoyé là-bas. La façon dont il parlait, dont il m'avait presque prévenu, mais sans en dire assez. Ce n'était pas normal. Il en savait plus qu'il ne le laissait paraître, et je devais lui parler à nouveau. J'avais besoin de réponses. Je me rendis au snack bar, espérant le trouver là-bas, mais il était vide, à l'exception de 2 habitués qui levèrent les yeux lorsque j'entrais. J'ai regardé autour de moi, mon cœur s'est serré quand je n'ai pas vu son visage familier et grisonnant. J'ai commandé un café et je me suis assis, pensant qu'il finirait peut-être par arriver si j'attendais assez longtemps. Mais 1 heure s'est écoulée et il n'était toujours pas là. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai entendu la porte grincer derrière moi. Je me suis retourné, m'attendant à voir Dan, mais à sa place se tenait une serveuse que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'a regardé, puis a regardé la cabine vide vers laquelle je regardais, et s'est approchée. « Puis-je vous apporter autre chose ?» a-t-elle demandé d'une voix polie mais distante. « Non, merci. Je voulais juste vous demander si vous aviez vu un homme du nom de Dan ici. Il est âgé, un peu négligé. Il est toujours assis dans cette cabine près de la fenêtre. » Elle fronça les sourcils en secouant la tête. « Je travaille ici depuis plusieurs années, et je ne connais personne du nom de Dan. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper d'endroit ?» Je clignai des yeux, déconcerté. « Oui, j'en suis sûr. Je lui ai parlé il y a quelques jours, ici même. Il m'a parlé de cette vieille base derrière Miller Creek. »
L'expression du visage de la serveuse changea légèrement. Ses yeux se plissèrent. Cet endroit. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais à votre place, j'oublierai tout ce que j'ai entendu à son sujet. Il n'y a rien de bon à fouiller là-bas. La façon dont elle l'a dit m'a rappelé Dan. La même prudence évasive, la même pointe de peur. Mais cette fois, je ne pouvais pas simplement laisser tomber. « Que savez-vous à son sujet ?» ai-je demandé en me penchant en avant. « Pourquoi a-t-elle été abandonnée ?» Elle hésita, regardant autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Puis elle soupira. « Écoutez, je ne sais pas grand-chose, d'accord ? Juste des bribes, des rumeurs provenant de personnes qui sont ici depuis longtemps. On dit que c'était une sorte de centre de recherche, mais pas celui dont parlent les journaux. Quoi qu'ils aient en effet là-bas, cela ne devait pas être révélé au grand jour. Et quand tout a mal tourné, ils ont tout enterré. Ils ont fait en sorte que personne ne vienne chercher. » Un frisson me parcourut le dos. « Mais pourquoi personne n'a essayé de le nettoyer, de le fermer pour de bon ? » « Parce que c'est plus facile d'oublier, » répondit-elle simplement. « Et la plupart des gens ici sont assez intelligents pour s'en tenir à l'écart. Quoi qu'il y ait là-bas, ce n'est pas pour rien que c'est toujours là. » Je l'ai remercié et je suis sorti du snack-bar, mais ces paroles sont restées de gravées dans mon esprit. Il est plus facile d'oublier. Peut-être que c'est exactement ce que tout le monde faisait, en faisant comme si la base n'existait pas, comme s'ils pouvaient l'effacer de leur mémoire, simplement en ne parlant pas d'elle. Mais plus j'y pensais, plus je comprenais que je ne pouvais pas faire de même. Je devais y retourner. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à prendre cette décision. Peut-être était-ce le sentiment obsédant d'avoir manqué quelque chose d'important. Ou peut-être était-ce simplement de l'entêtement, le besoin de terminer ce que j'avais commencé. Quoi qu'il en soit, cela m'a ramené à la base, à l'endroit que j'avais juré de ne plus jamais revoir. Cette fois-ci, la route me semblait différente. Elle semblait plus longue, les arbres plus sombres et l'air plus froid. C'était comme si la forêt savait que je revenais et n'était pas contente de cela. Lorsque j'arrivai à la porte, j'ai hésité, la main posée sur le volant, les yeux fixés sur la clôture métallique rouillée. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir jusqu'à ce que je ne voie plus la base, mais je savais que ce n'était pas une option. Pas maintenant. Je me suis garé et je suis sorti, mes pas crissant sur le gravier tandis que je m'approchais du portail. Il a grincé comme avant, et je suis entré, le cœur battant. Les bâtiments étaient les mêmes, toujours en ruine et silencieux. Mais il y avait dans l'air une tension qui n'était pas là la dernière fois. J'avais l'impression de marcher dans un piège. Je me suis dirigé vers le bâtiment où se trouvait la salle de contrôle, celle où j'avais vu les créatures sur l'écran. Je ne voulais pas retourner à l'intérieur, mais je devais le faire. Je devais vérifier s'il y avait autre chose, un indice que j'avais manqué. La porte était toujours ouverte, se balançant doucement dans le vent, et je me suis glissé à l'intérieur, ma lampe torche perçant l'obscurité. La salle de contrôle était telle que je l'avais laissée, les écrans sombres et silencieux, le panneau de contrôle toujours recouvert de poussière. Je m'approchais lentement, m'attendant presque à la voir les écrans se rallumer, mais ils restaient remplis sombres. J'expirais, sans m'être rendu compte que je retenais mon souffle, le soulagement se mêlant à l'inquiétude. Je n'avais vu aucune de ces créatures en chemin, mais je les sentais. Je savais qu'elles étaient toujours là, quelque part, à m'observer. J'ai regardé autour de moi, à la recherche de quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Près du mur, il y avait une table encombrée d'une pile encore plus grande de papier, et je les ai feuilletés, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui expliquerait ce qui s'était passé ici. La plupart étaient inutiles, des pages remplies de jargon technique qui ne signifiait rien pour moi. Mais ensuite, je trouvai un journal dont la couverture était usée et décolorée. Je l'ouvris et j'en eus le souffle coupé. Les premières pages étaient remplies
d'une écriture soignée et précise, décrivant en détail les premières étapes des expériences, l'excitation et l'espoir qui animaient les chercheurs. Mais plus je lisais, plus l'écriture devenait négligée, les phrases plus fragmentaires. Les mots retenus, percés et incontrôlables sautaient aux yeux, et j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. J'ai tourné la dernière page et mon sang s'est glacé dans mes veines. L'écriture était à peine lisible, griffonnée à la hâte sur le papier. Nous nous sommes trompés. Ce n'est pas un sujet, c'est un signal, et il les appelle. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Si quelqu'un trouve cela, la phrase s'interrompait. Le stylo avait glissé sur la page, comme s'il avait été arraché. Je laissais tomber le journal, mes mains tremblaient, et je reculais d'un pas. Un signal? Je ne comprenais pas, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. L'air devenait de plus en plus froid, et j'entendis quelque chose, un son faible et rythmé, semblable à un battement de cœur, pulsant à travers les murs. Je me suis retourné, ma lampe torche a balayé la pièce, et c'est alors que je l'ai vu. Le moniteur au fond de la pièce a clignoté, puis s'est allumé, montrant le même couloir sombre que j'avais vu auparavant. Mais cette fois, les portes métalliques s'étaient fait ouvertes et le couloir était vide. Je ne pouvais plus respirer. Il s'était échappé. Quoi qu'il y ait là-bas, quoi qu'ils aient essayé de retenir, c'était libre. Et ce n'était plus une seule créature. J'entendais le bruit devenir de plus en plus fort, comme un roulement de tambour qui résonnait dans toute la base, et je savais que je devais partir. Je me suis précipité vers la porte, ma lampe torche balayant frénétiquement les murs, projetant de longues ombres qui dansaient. Mais, une fois arrivé dans le couloir, je me suis figé. Quelque chose bloquait la sortie. Une silhouette sombre et déformée se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux brillants dans la pénombre. Je reculai d'un pas, le cœur battant, et elle bougea lentement, ses membres tremblant de manière anormale, comme si elle avait du mal à se souvenir comment marcher. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés, et j'ai eu l'impression de voir quelque chose qui n'était pas destiné à être vu, quelque chose qui existait au-delà de tout ce que je comprenais. Puis, elle a incliné la tête, et j'ai entendu un bruit, un grondement grave et déformé qui vibrait dans l'air, me donnant des frissons dans le dos. C'était le signal, celui dont le journal avait parlé, et il les appelait. Je n'ai pas attendu de voir ce qui allait se passer ensuite. Je me suis retourné et j'ai couru, sans me soucier de l'endroit où j'allais. Il fallait juste que je m'enfuis. La base semblait s'effondrer autour de moi. Les murs se déformaient et se contractaient, et j'entendais ce grondement devenir de plus en plus fort, résonnant dans ma tête, m'attirant vers lui. Je devais courir, je devais m'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Trébuchant dans l'obscurité, j'ai compris la vérité. La base ne cachait pas seulement quelque chose, elle était un phare, et j'étais celui qui l'avait allumé. Le grondement résonnait dans mes oreilles, tandis que je trébuchais dans les couloirs sombres, mes jambes alourdies et mon souffle saccadé. La base semblait désormais vivante, comme si elle respirait autour de moi, pulsant d'une énergie que je ne comprenais pas. J'étais désorienté, incapable de déterminer où j'allais, mais je savais que je devais m'enfuir. Les lumières vacillantes projetaient de longues ombres déchiquetées sur les murs, et chacun de mes pas semblait être le dernier. Je me faufilais à travers 2 lourdes portes, m'attendant à moitié à ce qu'elles soient verrouillées, mais elles s'ouvrirent facilement. Je me retrouvais dans un autre long couloir, bordé de pièces qui semblaient n'avoir pas été touchées depuis des années. Le grondement rythmique et monotone était plus fort ici, vibrant à travers le sol, et je le sentais profondément dans mes os. Je devais continuer, je devais trouver une sortie avant que ce qui se trouvait en bas ne me rattrape. Mais alors, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Au bout du couloir, une lumière brillait. Elle était unique, vive et régulière,
contrairement aux ampoules vacillantes qui avaient éclairé mon chemin jusqu'à présent. J'hésitais, 1000 pensées se bousculaient dans ma tête. Cela pouvait être une issue, mais aussi un piège. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas le choix. Je me suis dirigé vers la lumière, mes pas résonnant de manière anormalement forte dans le silence. En m'approchant, j'ai remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte et j'ai distingué un faible bourdonnement de mécanisme à l'intérieur. J'ai poussé la porte et suis entré, le cœur battant, ne sachant pas ce que j'allais y trouver. La pièce était différente du reste de la base. Elle y était propre, presque stérile, et le bourdonnement était désormais assourdissant, comme le rugissement régulier d'un moteur. Au centre de la pièce se trouvait une console ronde massive, couverte de commutateurs, de cadrans et d'écrans. Mais mon attention fut attirée par l'écran juste devant moi. Il diffusait en direct les images du couloir que je venais de traverser. Et sur l'écran, il y avait moi. Je le fixais, mon esprit essayant de comprendre ce que je voyais. L'image était nette, sans grain ni distorsion. Contrairement aux autres diffusions, je me voyais debout dans l'embrasure de la porte, regardant l'écran. Ma bouche était ouverte, mon visage pâle et couvert de sueur. Je me suis retourné, m'attendant à moitié à voir une caméra braquée sur moi, mais il n'y avait rien. Seulement un couloir vide, s'enfonçant dans l'obscurité. Je me suis retourné vers l'écran, et c'est alors que je l'ai vu. Un mouvement derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais le couloir était toujours vide. Pourtant, je le voyais clairement sur l'écran. Une silhouette sombre et déformée s'approchait lentement par derrière, vers l'endroit où je me tenais quelques instants auparavant. Elle apparaissait et disparaissait dans l'ombre. Sa forme vacillait comme des interférences, mais son intention était claire. Elle me poursuivait. J'ai eu un serrement d'estomac et j'ai réprimé l'envie de m'enfuir. Fuir ne servirait à rien. Je devais comprendre ce qui se passait, pourquoi cet endroit semblait être un piège créé spécialement pour moi. J'ai parcouru la console du regard, mes yeux se posant sur les boutons et les commutateurs, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui expliquerait ce cauchemar. Et puis je l'ai vu. Un petit carnet usé, coincé entre deux panneaux. Je l'ai attrapé et ouvert, mes mains tremblaient. Les pages y étaient montées remplies de diagrammes, de notes et d'une écriture négligée. Tout était technique, la plupart incompréhensibles, mais certaines phrases ressortaient, des phrases qui me glacèrent à le sang. Interférence de signal, perturbation de transmission, manipulation psychologique, et puis une ligne soulignée plusieurs fois, comme si celui qui l'avait écrite voulait s'assurer qu'elle serait comprise. Ce n'est pas eux, c'est nous. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je sentais la vérité m'envahir. Quoi qu'il se passe ici, il ne s'agissait pas de retenir quelque chose, mais plutôt de le contrôler, de l'utiliser. Ils avaient bien trouvé un moyen d'envoyer un signal capable de manipuler l'esprit, de vous faire voir ce qui n'existe pas, d'entendre ce qui n'existe pas réellement. Et je suis tombé dans ce piège, pris au piège dans une toile d'illusions et de peur. Mes pensées ont été interrompues par une soudaine vague d'interférence et j'ai levé les yeux vers l'écran. La silhouette sombre avait disparu, mais l'image était toujours là, légèrement vacillante. Puis l'écran s'est éteint et un nouveau message est apparu, dans la même police que précédemment. Tuer le signal. Je reculai, le bloc-notes glissa de mes deux mains. Cela n'avait aucun sens, mais en même temps, cela expliquait tout. Les visions, les bruits, même Dan. Il faisait partie de tout cela. Il m'avait conduit ici, m'avait attiré. Mais pourquoi? Je devais m'en sortir avant de me perdre complètement dans cette chose, quelle qu'elle soit. Je courus vers le couloir, sans me soucier du bruit que je faisais. J'entendais toujours le bourdonnement, plus fort maintenant, presque comme s'il se moquait de moi, se moquant de ma peur. Les murs semblaient vibrer avec lui, et je le sentais dans ma tête,
comme un mal de tête qui ne s'arrêtait pas. Mais j'ai continué à courir, me forçant à me concentrer sur la sortie. La sortie était juste devant moi. Je voyais la faible lumière du ciel à l'extérieur, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Je me suis forcé à courir plus vite, ignorant la douleur dans mes jambes, la brûlure dans mes poumons. J'étais presque arrivé. Presque. J'ai franchi la porte et j'ai trébuché, m'écroulant sur le sol froid et humide. Le ciel était nuageux, des nuages sombres tourbillonnaient au-dessus de ma tête, mais je me sentais libre. J'étais allongé, haletant, sentant le vent sur mon visage, et pendant un instant, j'ai pensé que j'étais en sécurité. Mais ensuite, je l'ai entendu. Un grondement qui ne venait pas de la base, mais de quelque part au plus profond de moi, quelque part à l'intérieur de moi. Je me suis assis, la tête tournant, et j'ai compris avec une horreur nauséabonde qu'il n'avait pas cessé. Il n'avait jamais cessé. Il était dans mon esprit, et il n'avait pas l'intention de partir. Je me suis levé d'un bond, titubant, et je me suis dirigé vers ma voiture. J'ai cherché mes clés, mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à les insérer dans le contact. Le moteur a calé, puis a rugi, et je suis parti sans me retourner. Mais pendant que je roulais, le grondement me suivait, un grondement grave et régulier dont je ne pouvais m'échapper. J'ai roulé pendant des heures, essayant de m'éloigner le plus possible de cet endroit. Mais cela n'avait aucune importance. Peu importe la distance que je parcourais, je l'entendais toujours. Je le sentais toujours vibrer dans mon crâne. Il faisait désormais partie de moi et je ne pouvais pas l'éteindre. Je ne me souviens pas comment je suis arrivé au motel. J'ai dû perdre connaissance à un moment donné, car lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais affalé sur le volant, garé devant ma chambre. Le bourdonnement était toujours là, faible mais persistant, comme un murmure dans ma nuque. Je suis sorti de la voiture, mes jambes me soutenant à peine, et j'ai titubé jusqu'à ma chambre. Une fois à l'intérieur, je me suis effondré sur le lit. Le monde tournait autour de moi. J'ai tendu la main vers le téléphone, désespéré d'appeler quelqu'un, n'importe qui. Mais il n'y avait pas de signal, seulement le bourdonnement qui devenait de plus en plus fort, remplissant ma tête jusqu'à ce que j'aie l'impression qu'elle allait éclater. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé, à regarder le plafond, à écouter le bourdonnement. Ce n'était plus seulement un bruit. C'était une voix, claire et froide, qui murmurait des choses que je ne voulais pas entendre, des choses que je ne pouvais ignorer, et je savais avec une certitude qui me glaçait le sang qu'elle ne s'arrêterait pas. J'étais le signal, je l'avais toujours été, et maintenant, il m'utilisait, se propageait à travers moi, se répandait. Quoi qu'ils aient ainsi fait dans cette base, ils avaient réussi. Le signal n'était pas seulement une machine, c'était une conscience, quelque chose qui pouvait vivre en vous, se nourrir de vos pensées et transformer votre esprit en son propre esprit. Le lendemain matin, j'ai quitté le motel, à peine conscient de ce que je faisais. J'ai quitté la ville sans savoir où j'allais, essayant simplement de m'enfuir. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Le signal m'avait envahi et n'avait pas l'intention de me lâcher. Et tandis que je roulais, le bourdonnement devenait de plus en plus fort, et je les voyais. Des silhouettes sombres et vacillantes se déplaçant dans mon champ de vision, toujours hors de portée. Elles attendaient, observaient, et j'ai compris avec une que c'était réel, aussi réel que le signal en moi. Je les avais libérés, et maintenant ils étaient libres. Je ne sais pas comment cela va finir. Peut-être que cela ne finira jamais. Peut-être que le signal se propagera jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un bourdonnement, jusqu'à ce que nous ne soyons plus qu'un écho dans sa fréquence infinie et vide. Mais si vous lisez ceci, si vous avez trouvé ceci, alors, s'il vous plaît, ne me cherchez pas. N'essayez pas de trouver la base. Certaines choses sont abandonnées pour une raison. Et quoi que vous fassiez,
N'écoutez pas le signal.